C'est d'abord, malgré tout ça, je ne suis pas forcément la personne la plus rationnelle. Vous voyez, on peut faire des études et pas être toujours le plus rationnel. Moi, je l'ai dit dans le livre, d'abord, pour moi, l'intuition, c'est effectivement le langage du cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose, il y a un peu d'introspection là-dedans, mais on en a beaucoup parlé, c'est essayer de retrouver la confiance en soi et en fait être soi-même. Et c'est vrai que c'est difficile, on a parlé de la peur juste avant, et quelque part, on sera d'autant plus intuitif qu'on a confiance en soi. Et moi, je prends la référence. On recourt beaucoup à la raison, comme on recourt au consultant. Et quelque part, on dit en anglais, c'est to cover your ass, ou bien c'est pour se protéger, ou pour se rassurer. Et en fait, la raison, c'est un recours, quelque part qui nous protège, qui nous rassure, et quelque part aussi, c'est parce qu'on manque peut-être un peu de confiance en soi, et parfois de courage. Et on a parlé des grandes organisations tout à l'heure. Moi, j'ai envie de répondre tout à l'heure. Pourquoi il y a aussi peu de femmes qui sont à la tête de ces grandes organisations? C'est peut-être parce que, justement, elles ont beaucoup d'intuition et que l'intuition, elle n'est pas très bien reconnue dans les grandes organisations qui se basent essentiellement sur du rationnel. Il y a peut-être aussi cette approche-là à avoir. En fait, l'intuition, quelque part, c'est du bon sens. Et on l'oublie bien souvent, surtout quand on est dans des grandes organisations. Le deuxième aspect, parce qu'il y a l'introspection, mais il y a aussi le sens de l'autre. Et je pense que quelque part dans l'intuition, il y a toujours ce rapport entre son moi et l'autre. Et que moi, je fais partie, je crois, de la famille Simpson, donc de l'instinct animal. Et je dis toujours, les grands leaders, c'est ceux qui savent s'entourer. Et l'animal, il sait reconnaître instinctivement l'ami de l'ennemi, parce qu'il a le sens de l'autre. Moi, je prends des exemples personnels. J'ai fait beaucoup de recrutement, évidemment, dans ma vie. Et vous qui êtes dans une école de commerce, vous savez très bien que vous êtes extrêmement préparé à toutes les questions qu'on va vous poser. Vous les connaissez d'avance. On va vous poser quelles sont vos forces, donnez-moi une expérience dans laquelle vous avez réussi, donnez-moi vos échecs, etc. Vous les connaissez toutes, donc vous êtes très bien préparé à ça. Et moi, j'ai eu une expérience au Portugal. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas portugais. Et j'avais en face de moi deux Portugais qui me parlaient un langage que je ne comprenais pas très bien. L'un avait un CV fantastique et l'autre un CV moyen, etc. Et moi, je n'arrivais pas à distinguer les deux. En plus, on m'incitait plutôt à recruter celui qui avait un bon CV, qui était un facteur objectif. Et il se trouve que, comme je ne savais pas comment faire, à la fin, le type, il y en a un qui est venu me serrer la main, qui m'a donné une poignée franche, et en me regardant dans les yeux, et l'autre qui a eu une poignée un peu trouble. Et j'ai recruté celui qui avait une poignée franche sur un critère totalement subjectif. Il se trouve que c'était le meilleur vendeur que j'ai recruté au Portugal. Mais c'est pour dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser un certain nombre d'éléments objectifs, mais je veux dire jamais négliger cette première impression sur quelqu'un, cette impression du cœur, qui est extrêmement essentielle pour le recrutement et pour trouver la bonne personne. Un autre exemple, les médecins. Bien souvent, le médecin aujourd'hui, c'est la science. On a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais le vrai médecin, et c'est pour ça que la médecine, ce n'est pas seulement de la science, c'est de l'art. On peut utiliser un autre terme si on veut. Mais le vrai médecin, le bon médecin, ce n'est pas celui qui va vous donner toutes les statistiques, c'est celui qui est à l'écoute de son patient. Et la médecine d'aujourd'hui a tendance à être trop scientifique et pas assez humaine. Or, le bon médecin de famille, qui avant avait peut-être moins de connaissances professionnelles et scientifiques, il était beaucoup plus capable d'écouter son patient. Combien de fois on vous dit, mais moi j'ai mal là, mais votre médecin ne vous écoute pas, il vous dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, mais en fin de compte, c'est ça. Donc, écouter son patient, c'est aussi un élément essentiel. Le troisième élément dans l'intuition, c'est le plaisir. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie c'est là la notion de force motrice de l'intuition. Il faut avoir ce désir de faire quelque chose. On ne fait pas bien les choses qu'on n'a pas envie de faire. On les fait mal, on les fait approximativement. Moi, il y a une phrase dans le livre que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'en fait, l'intuition, c'est le chemin le plus court qui nous fait aller vers la décision. Et je pense que c'est vrai. Et quelque part, pour des gens comme moi qui sont quand même un petit peu paresseux, même si j'ai fait beaucoup d'études, en fait, j'ai fait beaucoup d'études parce que je pensais qu'en faisant beaucoup d'études, j'allais beaucoup moins travailler. Je me suis complètement trompé. Mais j'ai un côté un peu paresseux, c'est-à-dire que, quelque part, moi, j'aime pas le détail. J'aime bien avoir une vision globale des choses. Donc, commencer à me coltiner des rapports pour essayer de comprendre le quoi du qui, et puis essayer de voir tous les détails, ça m'enquiquine. Et donc, j'aime bien l'intuition parce qu'elle me mène directement à un niveau de décision rapide et global qui permet d'englober un peu tous les aspects, qu'ils soient scientifiques, mais aussi les aspects humains. Et dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui se complexifie, on a vraiment besoin de simplification
Et je vous assure que si vous croyez en vous et que vous êtes vous-même, bien souvent, vous prendrez la bonne décision. Puis le dernier élément pour moi de l'intuition, il y a un aspect temporel dans l'intuition qui peut-être le distingue un petit peu de l'instinct, c'est qu'il y a le côté vision. Si vous n'êtes qu'un rationnel et que vous travaillez dans le market research ou dans les business plans, vous allez faire des extrapolations des tendances antérieures, tendances historiques, et vous croyez que ça va être demain. Or, on sait très bien que la compréhension de demain, c'est la compréhension de l'incertitude, d'une nouvelle donne, et ça, vous ne le trouverez pas dans une extrapolation historique et rationnelle des tendances que vous avez vues. Donc le visionnaire, c'est celui qui est capable d'inventer un monde demain différent de celui qu'on a vécu avant. Et donc là, il y a vraiment une notion extrêmement importante du rôle de l'intuition dans la perspective du futur. C'est une dimension temporelle importante, c'est se projeter dans l'avenir et donc faire qu'un avenir demain ne sera pas forcément celui qu'on a vécu jusque-là. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu largement sur l'intuition, mais c'est beaucoup de volets et ça fait effectivement quelque part l'intuition, c'est aussi une force motrice qui nous donne un peu de bonheur et de plaisir. Voilà. Alors, je vais quand même, Dominique, te poser une dernière question, mais vraiment, à nouveau, réponse très rapide. Tu es un ancien sportif de haut niveau. Quel est pour toi le rapport entre le sport, l'intuition et le métier ? Alors bon, ça c'est une question un peu plus compliquée, mais j'ai essayé de réfléchir à cette question-là. Bon, la première chose, je pense que le lien par rapport à ce que je viens de dire, c'est le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de se surpasser, avoir envie d'aller au-delà, quelque part tout simplement avoir envie d'exister. Et exister, c'est aussi travailler, c'est aussi avoir un impact sur les gens, c'est aussi faire quelque chose dans toute la noblesse du métier. Et puis c'est aussi parfois se dépasser physiquement. Parce que c'est vrai, j'ai dit que c'est le langage du cœur, mais c'est aussi le langage du corps. Le corps, il fait partie aussi de nous-mêmes. Et que quelque part, cette notion de se surpasser, c'est une notion sportive, mais professionnelle aussi importante. Alors là, on peut sortir de la notion de la famille Simpson. La famille Adams dit aussi c'est souvenir, si je me souviens bien. À savoir que quand on fait un effort physique, quelque part on l'intériorise. Alors on peut se dire on est complètement masochiste parce que si on se fait souffrir comme ça, quel est l'intérêt ? L'intérêt c'est peut-être aussi l'après. Moi je me dis si je me fais souffrir, c'est que aussi j'ai le bénéfice de l'après. Donc j'ai une vision un peu plus long terme en me disant quelque part ça me donne du bien-être et si j'ai du bien-être je vis mieux et donc quelque part ça m'aide aussi à construire une histoire dans le temps. Donc ça aussi le sport ça le donne. Et puis la dernière réflexion que j'ai, moi j'ai beaucoup pratiqué de sport individuel et que même s'il y a beaucoup de compétition, en fait dans le sport on se bat souvent avec soi-même. Il y a un côté introspection, c'est aller chercher en nous-mêmes ce qu'il y a de plus fort. Et donc, même si on essaie de battre quelqu'un d'autre, c'est souvent se battre soi-même. Et que la complémentarité entre le travail aujourd'hui dans une grande entreprise et le sport individuel, c'est que dans une grande entreprise, il y a la notion de collectif qui prime. Parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement nous. C'est nous avec les autres, et je reviens sur ce parallèle, c'est que bien sûr on doit trouver la force en nous-mêmes, cette confiance en soi, mais on doit la faire vivre avec les autres, et c'est ce sens de l'autre qui nous revient en boomerang, et qui fait que l'intuition, ça devient de l'instinct et du vécu. Merci Dominique Amaury.